La féminité, Sigmund Freud. Mesdames et messieurs, pendant tout le temps où je me préparais à vous parler, j'ai été confrontée à une difficulté intérieure. Je n'étais en quelque sorte pas certain de ma légitimité. Il est certes exact que la psychanalyse s'est transformée et enrichie en 15 années de travail, mais une introduction à la psychanalyse pourrait tout de même rester inchangée et sans complément. J'ai toujours à l'esprit l'idée que l'existence de ces conférences n'est pas pleinement légitime. Aux analystes, je dis trop peu de choses et d'une manière générale, rien de nouveau. Mais à vous, j'en dis trop et je dis des choses pour la compréhension desquelles vous n'êtes pas armés et qui ne sont pas faites pour vous. J'ai cherché des excuses et j'ai voulu justifier chacune de mes leçons par une autre explication. La première, sur la théorie du rêve, devait vous plonger d'un seul coup en pleine atmosphère analytique et vous montrer à quel point nos conceptions se sont révélées tenables. Dans la deuxième, qui suit le chemin menant du rêve à ce que l'on appelle l'occultisme, j'ai été stimulée par l'occasion de dire en toute liberté un mot sur un domaine de travail où, de nos jours, les attentes empreintes de préjugés se heurtent à des résistances passionnées. Et je pouvais espérer que votre exemple, éduqué à la tolérance, à l'exemple de la psychanalyse, ne me refuserait pas sa compagnie pour cette excursion. La troisième leçon, celle sur la décomposition de la personnalité, était certainement la plus rude des exigences qui vous aient été adressées, tant son contenu était étrange, mais il m'était impossible de ne pas vous proposer cette première approche de la psychologie du moi. Et si nous en avions disposé voilà 15 ans, j'aurais déjà dû la mentionner à l'époque. La dernière leçon, enfin, que vous n'avez sûrement suivie qu'au prix d'une grande tension, a apporté les rectifications nécessaires, de nouvelles tentatives de solution des énigmes les plus importantes. Et plutôt que d'introduire ce sujet, c'est vous que j'aurais induit en erreur si je n'avais rien dit à ce propos. Vous voyez, quand on entreprend de s'excuser, on aboutit en fin de compte à l'idée que tout était inévitable, que tout était scellé. Je me soumets. Je vous prie de le faire, vous aussi. La leçon d'aujourd'hui ne devrait pas non plus trouver sa place dans une introduction, mais elle peut vous donner un échantillon du travail analytique de détail, et je peux présenter 2 arguments en faveur de sa recommandation. Elle ne fournit que des faits observés, presque sans ajout de spéculation, et traite d'un sujet qui peut, plus qu'aucun autre, revendiquer votre intérêt. De tout temps, les gens ont médité sur l'énigme de la féminité. Tête coiffée de mitres, hiéroglyphes, tête en turban et en bonnet carré, tête à perruque et 1000 autres pauvres et bouillantes têtes humaines. Vous non plus, vous ne vous serez pas exclus de cette réflexion, pour peu que vous soyez des hommes, des femmes parmi vous, on n'en demande pas autant. Elles sont elles-mêmes cette énigme. Masculin ou féminin, telle est la première distinction que vous faites lorsque vous rencontrez une autre créature humaine, et vous êtes habitué à la faire avec une sûreté qui n'appelle pas de réflexion. La science anatomique partage votre sûreté sur un point, et pas beaucoup plus loin. Ce qui est masculin, c'est le produit sexuel masculin, le spermatozoïde et son vecteur. Ce qui est féminin, c'est l'ovule et l'organisme qui l'abrite. Chez les deux sexes, se sont formés des organes qui servent exclusivement les fonctions sexuelles, probablement à partir de la disposition citée à produire 2 formes différentes. Dans les 2 cas, les autres organes, les formes corporelles et les tissus sont certes influencés par le sexe, mais cette influence est inconstante et son ampleur variable. C'est ce que l'on appelle les caractères sexuels secondaires. Pour le reste, la science vous dit quelque chose qui contredit vos attentes et se prête probablement à vous plonger dans la confusion. Elle attire votre attention sur le fait que certaines parties de l'appareil sexuel masculin se retrouvent aussi sur le corps de la femme, quoique dans un état atrophié.
Et cela vaut aussi dans l'autre cas. Elle voit dans cette présence le signe d'une bisexualité, d'une double sexualité, comme si l'individu n'était pas homme ou femme, mais les deux à la fois, seulement avec un quantum de plus de l'un que de l'autre. Vous êtes ensuite invité à vous faire à l'idée que le rapport, selon lequel masculin et féminin s'agrègent chez un individu, est soumis à des variations tout à fait considérables. Mais comme, sauf dans de très rares cas, on ne trouve chez une seule et même personne qu'un seul type de produit sexuel, des ovules ou des spermatozoïdes, vous devez forcément ne plus savoir que penser sur la signification décisive de ces éléments et en tirer la conclusion que ce qui constitue la masculinité ou la féminité est un caractère inconnu que l'anatomie ne peut pas appréhender. La psychologie en est peut-être capable ? Nous avons l'habitude de considérer aussi le masculin et le féminin comme des qualités de l'âme. Et nous avons également transposé à la vie de l'âme le point de vue de la bisexualité. Nous parlons donc du fait qu'un être humain, qu'il soit homme ou femme, a un comportement masculin sur tel point, féminin sur tel autre. Mais vous le verrez bientôt, il s'agit d'une pure marque de soumission à l'anatomie et à la convention. Vous ne pouvez pas donner de nouveau contenu aux notions de masculin et de féminin. La distinction n'est pas d'ordre psychologique. Quand vous dites masculin, vous pensez en règle générale actif. Et quand vous dites féminin, passif. Il est exact qu'une relation de ce type existe. Le spermatozoïde masculin est mobile et actif. C'est lui qui rend visible à la cellule féminine et celle-ci, l'ovule, est immobile et attend passivement. Ce comportement des organismes sexuels élémentaires est même le modèle pour le comportement des individus des deux sexes pendant le rapport sexuel. Le mâle poursuit la femelle afin d'obtenir l'union sexuelle. Il s'empare d'air et la pénètre. Mais vous venez ainsi de réduire, pour la psychologie, le caractère du masculin à l'élément de l'agression. Vous douterez d'abord ainsi toucher quelque chose d'essentiel si vous mentionnez le fait que dans certaines classes animales, ce sont les femelles qui sont les plus fortes et constituent l'élément agressif, les mâles n'étant actifs que dans l'acte précis d'union sexuelle. C'est par exemple le cas des araignées. Les fonctions de l'alimentation des petits et de l'élevage, qui nous paraissent si spécifiquement féminines, ne sont pas régulièrement associées chez les animaux au féminin, au sexe féminin. Dans les espèces très évoluées, on observe que les deux sexes se répartissent la mission de l'alimentation des petits, ou même que le mâle s'y consacre seul. Jusque dans le domaine de la vie sexuelle humaine, vous ne tardez pas à constater à quel point il est insuffisant d'assimiler le comportement masculin à l'activité, le féminin à la passivité. La mère est, dans tous les sens du terme, active à l'égard de l'enfant. De l'allaitement, vous pouvez aller jusqu'à dire qu'elle allaite l'enfant autant qu'elle se laisse téter par l'enfant. Ensuite, plus vous vous éloignez de l'objet sexuel au sens strict, plus cette erreur de superposition devient claire. Les femmes peuvent déployer une grande activité dans différentes directions. Les hommes ne peuvent pas vivre avec leur pareil s'ils ne développent pas une importante dose de docilité passive. Si vous dites à présent que ces faits contenaient justement la preuve que les hommes comme les femmes sont bisexuels au sens psychologique du terme, j'en déduis que vous avez décidé, pour ce qui vous concerne, de faire coïncider actif avec masculin et passif avec féminin. Mais je vous le déconseille. Cela me paraît inapproprié et n'apporte pas de nouvelles connaissances. On pourrait songer à caractériser la féminité sur le plan psychologique par le privilège accordé au but passif. Ce n'est bien entendu pas la même chose que la passivité. Une bonne dose d'activité peut être nécessaire pour imposer un but passif. La réalité peut être que chez la femme, en raison de la part qu'elle prend à la fonction sexuelle,
une préférence pour le comportement passif et les pulsions de but passif s'étend sur une bonne partie de la vie, plus ou moins loin selon le caractère de modèle qui s'attache à cette vie sexuelle, se réduit ou s'étend. Nous devons toutefois prendre garde, en l'occurrence, à ne pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui poussent, eux aussi, la femme dans des situations passives. Tout cela est encore très loin d'être clarifié. Nous ne voulons pas négliger une relation particulièrement constante entre féminité et vie des pulsions. La répression de son agressivité, prescrite constitutionnellement et imposée socialement à la femme, favorise la formation de motions fortement masochistes qui parviennent à relier par l'érotisme des tendances destructrices orientées vers l'intérieur. Le masochisme est donc, comme on le dit, authentiquement féminin. Mais si vous rencontrez, comme c'est si souvent le cas, le masochisme chez les hommes, que vous reste-t-il à dire, sinon que ces hommes présentent très clairement des traits féminins? Vous voilà désormais préparés à l'idée que la psychologie ne résoudra pas, elle non plus, l'énigme de la féminité. Cette explication doit sans doute venir d'ailleurs et ne peut pas venir tant que nous n'avons pas établi la manière dont s'est installée la différenciation des créatures vivantes en deux sexes. Nous ne savons rien là-dessus, alors même que la double sexualité est un caractère tellement frappant de la vie organique qui la distingue fortement de la nature inanimée. Nous trouvons dans le même temps un matériau d'étude suffisant sur les individus humains que la possession d'organes génitaux féminins caractérise manifestement ou majoritairement comme féminin. La singularité de la psychanalyse veut qu'elle ne vise pas à décrire ce qu'est la femme. Ce serait une mission qu'elle ne parviendrait guère à remplir, mais étudie ce qu'elle devient lorsque la femme se développe à partir de l'enfant et de sa disposition bisexuelle. Nous avons appris 2 ou 3 choses sur ce point ces derniers temps grâce au fait que plusieurs de nos insignes, consoeurs, dans l'analyse, ont commencé à traiter cette question. Le débat sur ce point a vu un attrait particulier dans la différence des sexes, car chaque fois qu'une comparaison semblait être faite au détriment de leur sexe, nos dames pouvaient exprimer le soupçon que nous, les analystes masculins, n'avions pas dépassé certains préjugés profondément enracinés contre la féminité, ce dont nous pâtissions désormais par le biais de la partialité de nos recherches. Sur le terrain de la bisexualité, il nous était en revanche facile d'éviter tout manque de courtoisie. Il nous suffisait de dire « cela ne vaut pas pour vous ». Vous êtes une exception, sur ce point plus masculine que féminine. Nous avons aussi 2 attentes lorsque nous abordons l'investigation de l'évolution sexuelle féminine. La première est qu'ici aussi la Constitution ne se pliera pas à la fonction sans se rebeller. L'autre, que les tournants décisifs seront déjà en cours ou accomplis avant la puberté. Les 2 attentes ne tardent pas à se voir confirmées. La comparaison avec la situation chez le petit garçon nous dit par ailleurs que l'évolution qui mène la petite fille au statut de femme normale est la plus difficile et la plus compliquée des 2, car elle comporte 2 missions supplémentaires dont on ne trouve pas de pendant chez l'homme. Suivons les parallèles depuis leur commencement. Le matériau est certainement déjà différent chez le petit garçon et la petite fille. Il n'est pas besoin de psychanalyse pour le constater. La différence dans la formation des organes génitaux s'accompagne d'autres différences physiques qui sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de les mentionner. Dans la disposition des pulsions apparaissent aussi des différences qui laissent deviner la nature future de la femme. La petite fille est en règle générale moins agressive et rétive. Elle semble avoir un plus grand besoin qu'on lui témoigne de la tendresse. Elle est pour cette raison plus dépendante et plus docile. Qu'il soit plus facile de l'éduquer à maîtriser ses excrétions n'est très probablement que la conséquence de cette docilité. L'urine et la selle
ne sont, il est vrai, que les premiers cadeaux faits par l'enfant aux personnes chargées de les soigner, et leur maîtrise est la première concession que la vie pulsionnelle enfantine se laisse arracher. On a aussi l'impression qu'à l'âge égal, la fille est plus intelligente et plus vive que le garçon, qu'elle va plus au-devant du monde extérieur et qu'elle fait dans le même temps de plus forts investissements d'objets. Je ne sais pas si cette avance de l'évolution a été confirmée par des constatations exactes. Il est en tout cas avéré qu'on ne peut pas dire que la petite fille soit en retard sur le plan intellectuel. Mais ces différences entre les sexes n'entrent pas tellement en jeu. Elles peuvent être pondérées par des variations individuelles. Pour les intentions que nous poursuivons dans un premier temps, nous pouvons les négliger. Les deux sexes semblent parcourir de la même manière les phases précoces du développement de la libido. On aurait pu s'attendre à ce que chez la petite fille, l'agression soit moins manifeste dès la phase sado-anale, mais tel n'est pas le cas. L'analyse du jeu d'enfant a montré à nos analystes féminines que les impulsions agressives des petites filles ne laissent rien à désirer quant à leur abondance et à leur vivacité. Avec l'entrée dans la phase phallique, les différences entre les sexes passent totalement à l'arrière-plan derrière les concordances. Nous sommes à présent forcés de reconnaître que la petite fille est un petit homme. Chez le petit garçon, cette phase est, on le sait, caractérisée par le fait qu'il sait se procurer des sensations de plaisir avec son petit pénis et qu'il associe son état d'excitation avec ses représentations de la relation sexuelle. La petite fille fait la même chose avec son clitoris, plus petit encore. Il semble que chez elle, tous les actes onanistiques se déroulent sur cet équivalent de pénis, que le vagin féminin proprement dit n'ait encore été découvert ni par un sexe ni par l'autre. On entend certes ça et là des voix faisant état de sensations vaginales précoces, mais il ne devrait pas être facile de les distinguer de sensations anales ou vulvaires. Elles ne peuvent en aucun cas jouer un grand rôle. Nous pouvons retenir que dans la phase phallique de la petite fille, le clitoris est la zone érogène directrice. Mais les choses ne doivent pas en rester là. Avec le tournant vers la féminité, le clitoris doit céder au vagin, en tout ou en partie sa sensibilité et donc son importance. Et ce serait la première des deux missions qui doivent être détachées de l'évolution de la femme, tandis que l'homme, plus heureux, n'a qu'à prolonger à l'époque de sa maturité sexuelle ce qu'il avait déjà pratiqué dans la période de son épanouissement sexuel précoce. Nous reviendrons plus tard sur le rôle du clitoris. Consacrons-nous pour l'instant à la deuxième mission dont est chargée l'évolution de la petite fille. Le premier objet amoureux du petit garçon est la mère. Elle le reste aussi dans la formation du complexe d'Oedipe et au fond, à travers toute la vie. Pour la petite fille aussi, la mère et les figures qui se fondent avec la sienne de la nourrice et de la soignante est forcément le premier objet. Les premiers investissements d'objets se déroulent en lien avec la satisfaction des grands et simples besoins de l'existence, et le cadre des soins qu'on apporte aux enfants est le même pour les deux sexes. Mais dans la situation oedipienne, le père est devenu pour la jeune fille l'objet amoureux, et nous nous attendons à ce que, lorsque l'évolution se déroule normalement, elle trouve, depuis l'objet père, le chemin qui l'amènera vers le choix d'objet définitif. La petite fille doit donc, au fil du temps, changer à la fois la zone érogène et l'objet, alors que le petit garçon conserve les deux. Se pose alors la question de savoir comment se déroule, et en particulier, comment la petite fille passe-t-elle de la mère à l'attachement au père, ou en d'autres termes, de sa phase masculine à la phase féminine à laquelle elle est biologiquement destinée. Disons-le, une solution d'une simplicité idéale serait que nous puissions supposer qu'à partir d'un certain âge, l'influence élémentaire de l'attraction par l'autre sexe réclame son dû et pousse la petite femme vers l'homme,
tandis que la même loi permet aux garçons de rester auprès de la mère. Mieux, on pourrait admettre que les enfants suivent, ce faisant, le signe que leur adresse la préférence sexuelle des parents. Mais notre tâche ne sera pas aussi facile. Nous savons à peine si nous pouvons sérieusement croire à cette puissance mystérieuse que les poètes évoquent avec tant d'exaltation et qu'il n'est pas possible de décomposer plus avant sur le plan analytique. Nous avons acquis, au fil de laborieuses investigations, une indication d'une toute autre nature pour laquelle il aura au moins été facile de se procurer le matériau. Vous devez en effet savoir qu'il existe un nombre très important de femmes qui restent jusqu'à une date tardive dans la tendre dépendance de l'objet père, et même encore du père réel. Nous avons fait des constatations surprenantes sur de telles femmes ayant un lien intense et durable avec le père. Nous savions bien sûr qu'il y avait eu un stade antérieur du lien avec la mère, mais nous ignorions qu'il avait un contenu aussi abondant, qu'il durait si longtemps et pouvait laisser tant de prétextes aux fixations et aux dispositions. Pendant cette époque, le père n'est qu'un rival importun. Dans certains cas, la liaison à la mère dépasse la 4e année. Presque tout ce que nous trouvons ultérieurement dans la relation avec le père était déjà présent en elle et a été reporté sur le père par la suite. Bref, nous acquérons la conviction que l'on ne peut pas comprendre la femme si l'on ne tient pas compte de cette phase du lien pré-oedipien à la mère. Nous aimerions à présent savoir quelles sont les relations libidinales entre la petite fille et la mère. La réponse est la suivante. Elles sont très diverses. Comme elles traversent les 3 phases de la sexualité infantile, elles prennent aussi les caractères des différentes phases et s'expriment par des souhaits oraux, sado-anaux et phalliques. Ces souhaits sont la représentation de motions aussi bien actives que passives. Quand on les met en relation avec les différenciations des sexes qui intervient plus tard, ce qu'on doit toutefois autant que possible éviter de faire. On peut les qualifier de masculins et de féminins. Ils sont en outre pleinement ambivalents. Leur nature est aussi bien tendre qu'hostile et agressive. Ces derniers apparaissent souvent seulement après qu'ils ont été transformés en représentation d'angoisse. Il n'est pas toujours facile de faire apparaître la formulation de ces souhaits sexuels précoces. Celui qui s'exprime le plus clairement est le souhait de faire un enfant à la mère, et celui qui lui correspond d'accoucher d'un enfant pour elle. Relevant tous deux de la phase phallique, ils sont assez déconcertants, mais constatés sans le moindre doute par l'observation analytique. L'attrait de ces investigations tient aux surprenantes trouvailles qu'elles nous valent çà et là. On découvre ainsi l'angoisse d'être tué ou empoisonné qui peut former plus tard le noyau d'une pathologie paranoïaque et se réfère à la mère dès cette période pré-édipienne. Ou bien un autre cas. Vous vous rappelez un épisode intéressant de l'histoire de la recherche analytique qui m'a valu de nombreuses heures pénibles. À l'époque où l'intérêt principal était tourné vers l'élucidation des traumatismes sexuels de l'enfance, presque toutes mes patientes féminines m'ont raconté qu'elles avaient été séduites par leur père. J'ai finalement été forcée de reconnaître que ces récits n'étaient pas vrais, et j'ai ainsi appris à comprendre que les symptômes hystériques découlent des fantasmes et non des faits réels. C'est plus tard seulement que j'ai pu discerner dans ce fantasme de la séduction par le père l'expression du complexe d'Œdipe typique chez la femme. On retrouve certes le fantasme de séduction dans l'histoire pré-édipienne de la petite fille, mais la séductrice est, de manière régulière, la mère. Or, ici, le fantasme entre en contact avec le terrain de la réalité, car c'était vraiment la mère qui, en assurant les soins corporels, ne pouvait que susciter, voire même dans un premier temps, éveiller des sensations de plaisir sur les parties génitales. Je m'attends à ce que vous soyez prêts à soupçonner que cette description de l'abondance et de la force des relations sexuelles entre la petite fille et sa mère
soit très exagérée. On a tout de même l'occasion de voir des petites filles et l'on ne remarque rien de tel chez elles. Mais cette objection n'est pas pertinente. On peut déceler assez de choses chez les enfants quand on s'entend à les observer. Et vous vous demanderez de surcroît à quel point l'enfant peut porter à l'expression préconsciente ou, a fortiori, communiquer ses souhaits sexuels. Nous ne faisons alors qu'usage de notre bon droit en étudiant après coup les résidus et les conséquences de ce monde du sentiment chez des personnes pour lesquelles ces processus d'évolution avaient atteint un degré de formation particulièrement distinct, voire excessif. Il est vrai que la pathologie nous a toujours rendu ce service de faire apparaître, par isolation et exagération, des situations qui, dans la normalité, seraient restées dissimulées. Et comme nos études n'ont en aucun cas été menées sur des personnes gravement anormales, je pense que nous pouvons considérer leurs résultats comme crédibles. Nous allons à présent consacrer notre intérêt à la question de savoir pour quelles raisons cette puissante relation de la petite fille à la mère disparaît. Nous savons que c'est son destin habituel. Elle est faite pour laisser la place à la liaison avec le père. Nous nous trouvons ici face à un fait qui nous indique la suite du chemin. À ce stade de l'évolution, il ne s'agit pas seulement d'un simple changement d'objet. Ce mouvement, au cours duquel la fillette se détourne de la mère, se produit sous le signe de l'hostilité. Le lien avec la mère débouche sur la haine. Une telle haine peut prendre des formes très visibles et durer toute la vie. Elle peut par la suite être soigneusement surcompensée. En règle générale, une partie est dépassée tandis qu'une autre persiste. Les données des années ultérieures ont, sur ce point, bien entendu, une forte influence. Mais nous nous limitons à l'étudier dans l'époque du tournant vers le père et poser la question de ses motivations. Nous entendons alors une longue liste d'accusations et de plaintes contre la mère, censées justifier les sentiments hostiles de l'enfant et chargées d'une valeur très variable, liste dont nous n'omettrons pas de tenir compte. Parfois, ce sont de toute évidence des rationalisations, et c'est à nous de trouver les véritables sources de l'hostilité. J'espère que vous me suivrez si je vous guide, cette fois, à travers tous les détails d'une investigation psychanalytique. Le reproche adressé à la mère, celui qui remonte le plus loin, affirme qu'elle a donné trop peu de lait à l'enfant, ce qui est interprété comme un manque d'amour de sa part. Dans nos familles, ce reproche a une certaine légitimité. Il arrive souvent que les mères n'aient pas suffisamment de nourriture pour l'enfant et qu'elles se contentent de l'allaiter quelques mois, 2 ou 3 trimestres. Au sein des peuples primitifs, les enfants sont nourris au sein maternel jusqu'à 2 voire 3 ans. En règle générale, le personnage de la nourrice allaitante se fond avec celui de la mère. Là où cela n'a pas été le cas, le reproche se mue en un autre. Elle a renvoyé trop tôt la nourrice qui nourrissait si volontiers l'enfant. Mais, quelle qu'ait pu être la situation réelle, il est impossible que le reproche de l'enfant soit justifié dans tous les cas où on le rencontre. Il semble plutôt que l'avidité de l'enfant à l'égard de la première nourriture soit absolument insatiable et qu'il ne se remette jamais de la perte du sein maternel. Je ne serais pas surpris du tout que l'analyse d'un primitif qui pouvait encore téter le sein de sa mère alors qu'il savait déjà marcher et parler fasse apparaître le même reproche. Le retrait du sein va probablement aussi de pair avec l'angoisse de l'empoisonnement. Le poison est l'aliment qui vous rend malade. Peut-être l'enfant établit-il aussi une relation entre ses premières pathologies et cette frustration. Il faut déjà une bonne dose de formation intellectuelle pour croire au hasard. Le primitif, celui qui n'a pas reçu l'instruction, et c'est certainement aussi l'enfant, savent donner une raison à tout ce qui se produit. Peut-être s'agissait-il à l'origine d'un motif allant dans le sens de l'animisme.
Dans certaines catégories de notre population, personne ne peut encore mourir aujourd'hui sans avoir été tué par quelqu'un d'autre, de préférence par le médecin. Et la réaction névrotique régulière à la mort d'une personne proche est tout de même de s'accuser soi-même d'avoir provoqué ce décès. L'accusation suivante contre la mère s'élève avec force quand le nouveau bébé arrive dans la chambre des enfants. Cette accusation reste, si possible, liée à la frustration orale. La mère ne pouvait ou ne voulait plus donner de lait à l'enfant parce qu'elle avait besoin de nourriture pour le nouveau venu. Au cas où les deux enfants sont si proches que la lactation soit restreinte par la deuxième grossesse, ce reproche se voit doté d'une justification réelle et curieusement l'enfant, même avec une différence d'âge de 11 mois, n'est pas trop jeune pour prendre connaissance de cet état de fait. Mais l'alimentation lactée n'est pas la seule que jalouse l'enfant à l'intrus et rival indésirable. C'est aussi le cas de tous les autres signes de l'attention maternelle. Il se sent détrôné, volé, lésé dans ses droits. Il projette une haine jalouse sur le petit frère ou la petite sœur et développe contre la mère infidèle une colère qui s'exprime très souvent dans une transformation désagréable de son comportement. Il devient par exemple méchant, irritable, désobéissant et régresse dans ses acquis en matière de maîtrise des expressions. Tout cela est connu depuis longtemps et considéré comme une évidence, mais il est rare que nous nous fassions une idée juste de la force de ces motions de jalousie, de la ténacité avec laquelle elles restent accrochées, ainsi que de l'ampleur de leur influence sur l'évolution ultérieure. Notamment dès lors que cette jalousie est constamment alimentée de nouveau dans les années plus tardives de l'enfance et que toute cette secousse se répète à chaque nouvelle naissance d'un frère ou d'une sœur. Que l'enfant reste, par exemple, le favori de la mère, n'y change pas grand-chose. Les prétentions de l'enfant à l'amour sont démesurées. Elles exigent l'exclusivité et n'admettent aucun partage. On trouve une source abondante d'hostilité de l'enfant à l'égard de la mère dans ses désirs sexuels multiples, qui changent en fonction de la phase libidinale et ne peuvent, dans la plupart des cas, être satisfaits. Le plus puissant de ces refoulements se déroule au stade phallique, quand la mère interdit l'activité sur les parties génitales et le plaisir qui s'y associe. Interdiction souvent associée à de fortes menaces et à tous les signes du mécontentement, alors que c'est elle-même qui y avait mené l'enfant. On devrait croire qu'il s'agit de motifs suffisants pour justifier que la petite fille se détourne de la mère. On jugerait alors que cette division découle inéluctablement de la nature de la sexualité infantile, du caractère démesuré des prétentions amoureuses et de l'impossibilité d'exaucer les désirs sexuels. On pense peut-être même que la première relation amoureuse avec l'enfant est condamnée à la disparition du fait même qu'elle est la première, car ces investissements d'objets précoces ont régulièrement un haut degré d'ambivalence. Outre le puissant amour, on trouve toujours une puissante tendance à l'agression, et plus l'enfant aime son objet avec passion, plus il est sensible aux déceptions et aux frustrations provenant de l'objet en question. Enfin, l'amour ne peut qu'avoir le dessous face à l'hostilité accumulée. Ou bien l'on peut rejeter pareille ambivalence originaire des investissements amoureux et souligner le fait que la nature particulière de la relation mère-enfant conduit, avec le même caractère inéluctable, à la perturbation de l'amour enfantin. Car même l'éducation la plus douce ne peut qu'exercer une contrainte et apporter des restrictions. Et tout empiètement de ce type sur sa liberté ne peut que susciter chez l'enfant une réaction, la tendance à l'insurrection et à l'agression. Je pense que la discussion portant sur ces possibilités pourrait devenir très intéressante, mais voilà que s'élève soudain une objection qui pousse notre intérêt dans une autre direction. Tous ces éléments, les rétrogradations, les déceptions amoureuses, la jalousie, la séduction suivie d'une interdiction,
agissent tout de même aussi dans le rapport du petit garçon avec sa mère et ne sont pourtant pas en mesure de l'éloigner de l'objet mère. Si nous ne trouvons pas quelque chose qui soit spécifique à la petite fille, qui n'apparaisse pas chez le petit garçon ou pas sous cette forme, nous n'aurons pas expliqué la fin du lien à la mère chez la fille. Je pense que nous avons trouvé cet élément spécifique et qui plus est à l'endroit auquel nous nous attendions, même si c'est sous une forme surprenante. À l'endroit auquel nous nous attendions, et je dis, car il réside dans le complexe de castration. Il faut bien que la différence anatomique s'exprime dans les conséquences psychiques, mais la surprise a été d'apprendre par les analyses que la petite fille rend la mère responsable de son manque de pénis et ne lui pardonne pas ce désavantage. Vous l'entendez, nous attribuons aussi à la femme un complexe de castration. Nous avons de bonnes raisons de le faire, mais il ne peut pas avoir le même contenu que chez le petit garçon. Chez celui-ci, le complexe de castration apparaît après qu'il a appris, en voyant les parties génitales féminines, que le membre auquel il accorde une si haute importance, n'est pas nécessairement un élément attaché au corps. Il se rappelle alors les menaces qu'il s'est attirées lorsqu'il s'occupait de son membre, commence à leur prêter foi et se retrouve dès lors sous l'influence de l'angoisse de castration, qui sera le plus puissant moteur de la suite de son évolution. Le complexe de castration de la petite fille est lui aussi ouvert par la vision de l'autre appareil génital. Il relève aussitôt la différence, mais également, il faut le reconnaître, son importance. Elle se sent gravement lésée, exprime souvent l'idée qu'elle aimerait, elle aussi, avoir quelque chose comme ça, et succombe alors à l'envie du pénis, qui laisse des traces indélébiles dans son évolution et dans la formation de son caractère, traces que, même dans le cas le plus favorable, on ne surmonte pas sans une lourde dépense psychique. Que la petite fille reconnaisse le fait de son manque de pénis ne signifie pas, par exemple, qu'elle s'y soumette avec légèreté. Au contraire, elle s'attache encore longtemps au désir de recevoir quelque chose de ce genre, croit à cette possibilité jusqu'à un âge invraisemblablement avancé, et même encore à une époque où la connaissance de la réalité lui a fait écarter depuis longtemps, comme hors d'atteinte, l'accomplissement de ce désir. L'analyse peut démontrer qu'il est resté conservé dans l'inconscient et a gardé un investissement d'énergie considérable. Le désir d'obtenir tout de même enfin le pénis convoité peut encore contribuer au motif qui pousse la femme arrivée à maturité vers l'analyse et ce qu'elle peut, de manière compréhensible, attendre de l'analyse, par exemple la capacité d'exercer une profession intellectuelle, se présente souvent comme une mutation sublimée de ce désir refoulé. On peut difficilement douter de l'importance de l'envie du pénis. Écoutez, en guise d'exemple de l'injustice masculine, l'affirmation selon laquelle envie et jalousie jouent dans la vie psychique des femmes un rôle encore plus grand que chez les hommes. Non pas que les hommes n'aient pas été pourvus de ces qualités, ni qu'elles n'aient pas chez les femmes d'autres racines que l'envie du pénis, mais nous sommes enclins à attribuer à cette dernière influence leur excédent chez les femmes. Chez certains analystes, on a constaté la tendance à atténuer l'importance de cette première poussée d'envie du pénis, dans la phase phallique. Ils estiment que ce que l'on trouve de cette attitude chez la femme relève pour l'essentiel d'une formation secondaire qui, à l'occasion de conflits ultérieurs, est survenue par régression vers une motion pré-infantile. Il s'agit d'un problème général de psychologie des profondeurs. Dans de nombreuses orientations pathologiques, ou même seulement inhabituelles, des pulsions, par exemple dans toutes les perversions sexuelles, on se demande quelle part doit être attribuée à la force des fixations de la première enfance ou à l'influence des événements et évolutions ultérieures. Il s'agit presque toujours, en l'occurrence, de séries complémentaires.
comme nous en avons fait l'hypothèse dans l'étude de l'étiologie des névroses. Les deux éléments se répartissent à des degrés divers dans la cause du phénomène. Un moins d'un côté est compensé par un plus de l'autre. Dans tous les cas, c'est l'infantile qui règle l'orientation, de manière pas toujours déterminante mais fréquente. Dans le cas de l'envie du pénis, j'aimerais justement plaider résolument pour la prépondérance de l'élément infantile. La découverte de sa castration est un tournant dans l'évolution de la petite fille. 3 orientations en émanent. L'une mène à l'inhibition sexuelle ou à la névrose. La suivante à la transformation du caractère, dans le sens d'un complexe de masculinité. La dernière, enfin, à la féminité normale. Sur toutes les 3, nous avons appris un certain nombre de choses, même si nous ne savons pas tout. Le contenu essentiel de la première est que la petite fille, qui avait jusqu'alors vécu dans le mode masculin, savait se procurer du plaisir par excitation de son clitoris et mettait cette activité en relation avec ses souhaits sexuels souvent actifs. Dirigée vers la mère, a laissé l'influence de l'envie du pénis lui gâter sa sexualité phallique. Vexée dans son amour-propre par la comparaison avec le petit garçon tellement mieux pourvu, elle renonce à la satisfaction masturbatoire sur le clitoris, jette son amour sur la mère et refoule fréquemment, à cette occasion, une bonne partie de ses courants sexuels en général. Le mouvement dans lequel elle se détourne de la mère ne se produit sans doute pas d'un seul coup, car la petite fille considère dans un premier temps sa castration comme un malheur individuel et l'étend seulement peu à peu aux autres êtres féminins. Puis, pour finir, à la mère. Son amour allait à la mère phallique. Une fois qu'elle a découvert que la mère était castrée, il devient possible de l'abandonner en tant qu'objet d'amour. Si bien que les motifs d'hostilité, accumulés de longue date, finissent par prendre le dessus. Cela signifie donc qu'avec la découverte de l'absence de pénis, la femme est aussi dévalorisée aux yeux de la petite fille qu'à ceux du petit garçon, et plus tard, de l'homme. Vous savez tous quelle signification étiologique dominante nos névrosés accordent à leur onanisme. Ils le rendent coupable de tous leurs maux et nous avons beaucoup de peine à leur faire croire qu'ils sont dans l'erreur. Mais nous devrions en réalité leur reconnaître le fait qu'ils sont dans le juste, car l'onanisme est l'exécutif de la sexualité infantile. Si ce n'est que souffre de son évolution erronée. Il se trouve que les névrosés accusent le plus souvent l'onanisme de la période pubertaire. Le plus souvent, ils ont oublié celle du début de l'enfance, qui est en réalité celle qui compte. J'aurais voulu avoir un jour l'occasion de vous exposer en détail l'importance que prennent tous les détails effectifs du premier onanisme pour la névrose ultérieure ou pour le caractère de l'individu, que cet onanisme ait été découvert ou non, que les parents l'aient combattu ou admis, que l'individu soit parvenu ou non à le réprimer lui-même. Tout cela a laissé dans son évolution des traces ineffaçables. Mais je suis heureux, au contraire, de n'avoir pas à faire cet exposé. Ce serait une tâche difficile et de longue haleine. Et à la fin, vous me mettriez dans l'embarras parce que vous réclameriez très certainement des conseils pratiques sur la manière dont on doit se comporter en tant que parent ou éducateur face à l'onanisme des petits-enfants. Dans l'évolution de petite fille, telle que je vous la présente, vous entendez un exemple du fait que l'enfant lui-même tente de se libérer de l'onanisme. Mais il n'y parvient pas toujours. Là où l'envie du pénis a déclenché une forte impulsion contre l'onanisme clitoridien et où celui-ci, malgré tout, ne veut pas céder, se déclenche un violent combat de libération dans lequel la petite fille assume en quelque sorte le rôle de la mère, désormais déposée, et exprime toute son insatisfaction à l'égard du clitoris inférieur, dans la résistance contre la satisfaction qu'elle peut prendre avec lui. Bien des années plus tard encore, alors que l'activité masturbatoire a été réprimée depuis très longtemps, se prolonge un intérêt que nous ne pouvons interpréter que comme la défense contre une tentation toujours redoutée.
Elle s'exprime dans l'émergence d'une sympathie pour des personnes dont on pense qu'elles se heurtent à des difficultés analogues. Et elle entre comme motif dans le mariage. Elle peut même déterminer le choix de l'époux ou du partenaire amoureux. La liquidation de la masturbation de la petite enfance n'est vraiment pas une affaire facile ou sans importance. Avec l'abandon de la masturbation clitoridienne, on renonce à une fraction d'activité. La passivité a désormais le dessus. Le tournant vers le père s'accomplit majoritairement avec l'aide de motions, de pulsions passives. Vous comprenez qu'une telle poussée d'évolution qui écarte du chemin l'activité phallique prépare le terrain de la féminité. Si le refoulement ne provoque pas la perte de trop d'éléments, cette féminité peut prendre une forme normale. Le désir avec lequel la jeune fille se tourne vers le père est sans doute à l'origine le désir du pénis que sa mère lui a refusé et qu'elle attend à présent du père. Mais la situation féminine n'est établie qu'au moment où le désir du pénis laisse place au désir de l'enfant, et où l'enfant entre donc, selon l'ancienne équivalence symbolique, à la place du pénis. Il ne nous échappe pas qu'avant cette date, dans la phase phallique non perturbée, la petite fille avait déjà désiré un enfant. C'était bien le sens de son jeu avec des poupées. Mais ce jeu n'était pas à proprement parler l'expression de sa féminité. Il servait à l'identification avec la mère, dans l'intention de remplacer la passivité par l'activité. Elle jouait à la mère et la poupée était elle-même. Elle pouvait désormais faire sur l'enfant tout ce que la mère avait coutume de faire sur elle. C'est seulement avec l'arrivée du désir de pénis que l'enfant poupée devient un enfant du père. Et de là, le but féminin le plus fort. Le bonheur est plus grand quand ce désir d'enfant trouve un jour plus tard son accomplissement réel. Mais tout particulièrement si l'enfant est un petit garçon qui apporte le pénis convoité. Dans l'assemblage, un enfant du père, l'accent est mis assez souvent sur l'enfant et ne souligne pas le père. C'est ainsi que le vieux désir masculin de posséder un pénis transparaît encore à travers la féminité parachevée. Mais nous devrions peut-être reconnaître ce désir du pénis comme un désir exclusivement féminin. Avec le transfert sur le père du désir d'enfant pénis, la petite fille est entrée dans la situation du complexe d'Œdipe. L'hostilité à la mère, qu'il n'a pas été nécessaire de créer de zéro, connaît alors une grande amplification, car celle-ci devient une rivale qui obtient du père tout ce que la petite fille désire de lui. Le complexe d'Œdipe de la petite fille nous a longtemps masqué son lien pré-édipien. Le complexe d'Œdipe de la petite fille nous a longtemps masqué son lien pré-édipien avec la mère, qui est pourtant si important et laisse derrière lui des fixations si durables. Pour la petite fille, la situation œdipienne est l'issue d'une longue et difficile évolution, une sorte de liquidation provisoire, une position de repos qu'on ne quitte pas de sitôt, en particulier parce que le début de la période de latence n'est pas éloigné. Nous remarquons ici, dans la relation du complexe d'Œdipe au complexe de castration, une différence entre les sexes qui est probablement lourde de conséquences. Le complexe d'Œdipe, du petit garçon, au sein duquel il désire sa mère et aimerait éliminer son père en tant que rival, se développe bien entendu à partir de sa phase de sexualité phallique. Mais la menace de castration le force à abandonner cette attitude. Sous le coup de la menace de perdre le pénis, le complexe d'Œdipe est abandonné, refoulé, dans le cas le plus normal, radicalement détruit. Et un surmoi rigoureux est investi comme son héritier. Chez la petite fille, c'est presque le contraire qui se produit. Le complexe de castration prépare le complexe d'Œdipe au lieu de le détruire. L'influence de l'envie du pénis chasse la petite fille de sa liaison avec la mère et débouche, comme dans un port, dans la situation œdipienne. Avec la disparition de l'angoisse de castration tombe le motif principal qui avait poussé le garçon à dépasser le complexe d'Œdipe. La fille y reste, elle, pour une durée indéterminée. Elle ne le démontre que tardivement et lorsqu'elle le fait, c'est de manière incomplète.
La formation du surmoi ne peut que souffrir de ces circonstances. Elle ne peut pas atteindre la force et l'indépendance qui lui donnent sa signification culturelle. Et puis, les féministes n'aiment pas que l'on se réfère aux effets que cet élément produit sur le caractère féminin moyen. Revenons en arrière. Nous avons mentionné, en tant que deuxième des réactions possibles après la découverte de la castration féminine, le développement d'un puissant complexe de masculinité. Nous entendons par là que la petite fille se refuse en quelque sorte à reconnaître ce fait déplaisant et dans un mouvement de défi et de rébellion, exagère encore sa masculinité antérieure en s'en tenant à son activité clitoridienne et en cherchant refuge dans une identification avec la mère ou le père phallique. Quel peut être l'élément décisif pour cette issue ? Nous ne pouvons rien nous représenter d'autre qu'un facteur constitutionnel, une assez grande mesure d'activité d'ordinaire caractéristique du mâle. L'essentiel du processus est cependant qu'à ce point de l'évolution, on évite la poussée de passivité qui ouvre le tournant vers la féminité. La prestation la plus extrême de ce complexe de masculinité nous paraît être l'influence exercée sur le choix de l'objet dans le sens d'une homosexualité manifeste. L'expérience analytique nous apprend certes que l'homosexualité féminine ne prolonge que rarement, voire jamais, la masculinité infantile. Cela semble impliquer que même de petites filles de ce type prennent pour un moment le père comme objet et se placent dans la situation oedipienne. Mais ensuite, les inévitables déceptions causées par le père les poussent à la régression vers leur complexe de masculinité précoce. On ne doit pas surestimer l'importance de ces déceptions. Elles ne sont pas épargnées non plus à la fille destinée à la féminité, sans avoir pour autant le même résultat. La puissance supérieure de l'élément constitutionnel semble incontestable, mais les deux phases dans l'évolution de l'homosexualité féminine se reflètent très bien dans les pratiques des homosexuels qui jouent tout aussi souvent et distinctement la mère et l'enfant que l'homme et la femme. Ce que je vous ai raconté là est pour ainsi dire la préhistoire de la femme. C'est une acquisition des toutes dernières années. Elle peut vous intéresser en tant qu'échantillon du travail analytique de détail. Comme c'est la femme proprement dite qui constitue le sujet, je me permets pour cette fois de citer nommément quelques femmes auxquelles cette investigation doit des contributions importantes. Le docteur Ruth Mac Brunswick a été la première à décrire un cas de névrose remontant à une fixation au stade pré-édipien et qui n'avait absolument pas atteint la situation édipienne. Il avait la forme d'une paranoïa de la jalousie et se révéla accessible à la thérapie. Le docteur Jeanne Lampe de Groot a constaté au cours d'observations confirmées cette activité phallique tellement incroyable de la petite fille à l'égard de la mère. Le docteur Helen Dutch a montré que les actes amoureux de femmes homosexuelles reproduisent les relations mère-enfant. Il n'est pas dans mon intention de suivre le reste du comportement de la féminité à travers la puberté et jusqu'à la période de la maturité. Les éléments de compréhension que nous avons acquis seraient du reste insuffisants pour cela. Je me contenterai dans les lignes qui suivent de regrouper quelques traits. En me rattachant à l'histoire antérieure, je veux seulement souligner ici que l'épanouissement de la féminité reste exposé à la perturbation qu'entraînent les phénomènes résiduels de la période masculine antérieure. Les régressions menant à des fixations de ces phases pré-édipiennes sont très fréquentes. Dans certaines biographies, on relève une alternance répétée d'époques où la masculinité ou la féminité ont chacune à leur tour pris le dessus. Une partie de ce que nous appelons, nous les hommes, l'énigme de la femme, découle peut-être de cette expression de la bisexualité dans la vie féminine. Mais une autre question semble avoir suffisamment mûri pendant ces investigations pour que nous la formulions. Nous avons appelé libido la force pulsionnelle de la vie sexuelle. La vie sexuelle est dominée par la polarité masculin-féminin. On est donc tenté de s'arrêter sur le rapport avec cette opposition.
Il ne serait pas surprenant qu'il s'avère que toute sexualité soit subordonnée à la libido spécifique, si bien qu'un type de libido chercherait à atteindre les buts de la vie sexuelle masculine, tandis qu'un autre poursuivrait leur pendant féminin. Or, rien de tout cela n'est avéré. Il n'existe qu'une seule libido qui soit placée au service de la fonction sexuelle, masculine comme féminine. À cette libido, nous ne pouvons pas attribuer un sexe. Si nous voulons la qualifier de masculine sur la base de l'équivalence conventionnelle entre activité et masculinité, nous ne devons pas oublier qu'elle représente aussi des courants chargés de buts passifs. L'expression libido féminine manque quand même de toute justification. Notre impression est alors qu'on a imposé à la libido une plus grande contrainte quand elle est comprimée au service de la fonction féminine et quand, pour parler en termes téléologiques, la nature tient compte moins minutieusement de ses ambitions que dans le cas de la masculinité. Et cela peut, là encore pensé en termes téléologiques, tenir au fait que l'on prête à l'agressivité de l'homme la mise en œuvre du but biologique et que celle-ci a été rendue à peu près indépendante du consentement de la femme. La frigidité sexuelle de la femme, dont la fréquence semble confirmer cette rétrogradation, est un phénomène dont on a, pour l'instant, une compréhension insatisfaisante. Parfois psychogène, et dans ce cas accessible à l'influence, elle suggère dans d'autres cas l'hypothèse d'une conditionnalité constitutionnelle et même la contribution d'un facteur anatomique. J'ai promis de vous présenter encore quelques particularités psychiques de la féminité mature, telles que nous les rencontrons dans l'observation analytique. Nous ne revendiquons pas plus qu'une valeur moyenne de vérité pour ces affirmations. Il n'est pas toujours facile non plus de faire la part entre ce qui dépend de l'influence de la fonction sexuelle et de ce qu'on peut attribuer au dressage social. Nous attribuons donc à la féminité une mesure supérieure de narcissisme qui influence encore son choix d'objet, si bien qu'être aimé constitue pour la femme un besoin plus puissant qu'aimer. Participe également à la vanité physique de la femme l'effet de l'envie du pénis, dès lors qu'elle ne peut attribuer ses attraits une valeur d'autant plus élevée en tant que dédommagement tardif pour l'infériorité sexuelle originelle. Nous attribuons à la pudeur, qui passe pour une qualité spécifiquement féminine, mais qui est bien plus conventionnelle qu'on ne devrait le penser, le rôle de dissimuler le défaut de la partie génitale. Nous n'oublions pas qu'elle a assumé d'autres fonctions par la suite. On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l'histoire de la culture, mais elles ont tout de même peut-être inventé une technique, celle du filage et du tissage. Si tel est le cas, on saurait tenter de deviner le motif inconscient de cette prestation. La nature elle-même aurait fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser au moment de la maturité les poils pubiens qui masquent les parties génitales. La démarche qui restait encore à accomplir consistait à assembler les fibres qui étaient plantées dans la peau du corps et n'étaient qu'emmêlées, comme du feutre. Si vous rejetez cette idée en la jugeant fantasmagorique, et si vous me reprochez d'avoir fait une idée fixe de l'influence du manque de pénis sur la mise en forme de la féminité, je suis, naturellement, sans défense. Il arrive assez souvent que les conditions du choix d'objet de la femme soient rendues méconnaissables par les situations sociales. Là où ce choix apparaît librement, il a souvent lieu selon l'idéal narcissique de l'homme que la petite fille avait souhaité devenir. Si la petite fille est restée dans la liaison au père, c'est-à-dire dans le complexe d'Oedipe, elle choisit en fonction du type du père, comme lors du tournant de la mère vers le père. L'hostilité de la relation sentimentale ambivalente est restée attachée à la mère. Un tel choix devrait garantir un mariage heureux. Mais il arrive très souvent qu'intervienne l'issue qui menace en général une telle liquidation du conflit d'ambivalence. L'hostilité résiduelle succède au lien positif et s'empare du nouvel objet. L'époux, qui avait dans un premier temps hérité du père, reprend aussi avec le temps l'héritage maternel. Il peut donc facilement arriver que la seconde moitié de la vie d'une femme soit emplie par le combat contre son mari, de la même manière que la première moitié, plus courte,
l'avait été par la rébellion contre sa mère. Une fois que la réaction a été poussée jusqu'au bout, un deuxième mariage peut facilement prendre une forme bien plus satisfaisante. Une autre mutation dans le caractère de la femme, à laquelle ceux qui s'aiment ne sont pas préparés, peut survenir après que le premier enfant est né au sein du couple. Sous le coup de sa propre maturité, une identification avec la mère de la femme peut avoir lieu, alors même que la jeune femme s'était insurgée jusqu'à son mariage et emporté à son profit toute libido disponible, de telle sorte que la contrainte de répétition reproduira le mariage malheureux des parents. Que l'ancien élément du manque de pénis n'est toujours pas perdu de sa force apparaît dans la réaction différente de la mère selon qu'elle met au monde un fils ou une fille. Seule la relation avec le fils apporte à la mère une satisfaction illimitée. C'est d'une manière générale la plus parfaite et la plus dénuée d'ambivalence de toutes les relations humaines. La mère peut reporter sur son fils la fierté qu'elle a dû réprimer dans son propre cas et attendre de lui la satisfaction de tout ce qui lui est resté de son complexe de masculinité. Même le mariage n'est pas garanti tant que la femme n'est pas parvenue à faire de son mari également son enfant et à agir en mère envers lui. L'identification de la femme à la mère permet de discerner deux strates, la préédipienne qui repose sur la liaison tendre avec la mère et la prend pour modèle, et la strate ultérieure issue du complexe d'Oedipe qui veut éliminer la mère et la remplacer auprès du père. Des deux, il reste beaucoup pour l'avenir. On est sans doute en droit de dire qu'aucune ne sera suffisamment dépassée au fil de l'évolution. Mais la phase de la liaison préédipienne est tendre et décisive pour l'avenir de la femme. En elle se prépare l'acquisition de ces qualités avec lesquelles elle satisfera ultérieurement à son rôle dans la fonction sexuelle et effectuera ses indispensables prestations sociales. Dans cette identification, elle gagne aussi dans la direction de l'amour, cet attrait pour l'homme que déclenche la liaison préédipienne de celui-ci. Si ce n'est qu'ensuite, si souvent, seul le fils obtiendra de ce qu'il avait cherché à acquérir. On a l'impression que l'amour de l'homme et celui de la femme sont séparés par un décalage de phase psychologique. Si l'on est forcé de reconnaître à la femme un faible sens de la justice, cela tient sans doute à la prépondérance de l'envie dans sa vie psychique, car l'exigence de justice est une élaboration de la jalousie. Elle fournit la condition à laquelle on peut la laisser filer. Nous disons aussi des femmes que leur intérêt social est plus faible et que leur capacité à sublimer les instincts est plus réduite que ceux des hommes. Le premier découle sans doute du caractère dissocial qui caractérise indubitablement toutes les relations sexuelles. Ceux qui s'aiment se satisfont l'un de l'autre et la famille résiste, elle, aussi à l'admission dans des cercles plus larges. La propension à la sublimation est soumise aux plus grandes variations individuelles qui soient. On ne peut en revanche s'abstenir de mentionner une impression que l'on ne cesse d'avoir dans l'activité analytique. Un homme d'une trentaine d'années apparaît comme un individu juvénile, plutôt inachevé, dont nous attendons qu'il utilise avec énergie l'évolution que lui ouvre l'analyse. Une femme arrivée à la même période de la vie nous effraie souvent au contraire par sa rigidité et son immuabilité psychique. Sa libido a pris des positions définitives et semble incapable de les abandonner pour d'autres. On ne voit pas s'ouvrir d'autres voies pour la suite de l'évolution. Tout se passe comme si le processus s'était déjà déroulé et restait désormais inaccessible à toute influence. Mieux, comme si cette évolution difficile menant à la féminité avait épuisé les possibilités de la personne. En tant que thérapeute, nous déplorons cet état de fait, même si nous parvenons à mettre un terme à la souffrance en liquidant le conflit névrotique. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur la féminité. C'est certes incomplet et fragmentaire, ça ne paraît pas toujours aimable non plus. Mais n'oubliez pas que nous n'avons décrit la femme que dans la mesure où sa nature est définie par sa fonction sexuelle. Cette influence va certes très loin, mais gardons à l'esprit qu'en tant qu'individu, la femme peut aussi être une créature humaine d'une autre manière. Si vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres expériences de vie, adressez-vous aux poètes ou attendez que la science
puisse vous fournir des renseignements plus profonds et plus cohérents.